Alors beaucoup de choses, et c'est difficile de résumer, mais beaucoup d'avancées dans la recherche sur les modèles animaux de la maladie, comprendre les anomalies moléculaires, beaucoup de recherches chez l'homme, avec des études pour trouver des biomarqueurs, des signatures de la maladie, et bien sûr des pistes thérapeutiques. Alors, il y a parfois des déceptions, c'était le cas pour une molécule qui s'appelle le tirasemtiv. On espérait que ça améliore la fonction respiratoire chez les patients. Il y a eu un essai de grande ampleur qui a été réalisé. Malheureusement, cet essai s'est révélé négatif. Alors c'est toujours une déception, mais il faut savoir qu'un essai négatif est permet toujours d'apporter des enseignements et de rediriger les recherches. Donc c'est jamais un effort qui aurait été inutile. Et puis, à côté de cette mauvaise nouvelle, des pistes thérapeutiques très variées, alors des choses très novatrices comme par exemple la thérapie génique pour aller traiter les formes de génétique de SLA, les formes familiales, en allant directement intervenir sur l'anomalie génétique. On sait que la majorité des SLA sont des formes non familiales, et là il y a des stratégies qui sont plus globales pour viser des mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence. Et je citerai par exemple le travail présenté par le professeur William Camus sur le rôle de la vitamine D, qui ouvre une voie potentielle sur un traitement dans cette maladie. Alors l'imagerie, c'est aussi un domaine de recherche important dans la sclérose latérale amyotrophique, un outil pour aussi faire le diagnostic de la maladie, mais également comprendre comment la maladie se propage au sein du système nerveux. Jusqu'à présent, la majorité des travaux d'imagerie concernaient l'imagerie cérébrale. Alors, on sait que la SLA touche des structures cérébrales, mais le cœur de la pathologie, c'est la moelle épinière. La SLA est caractérisée par une perte des motoneurones qui sont situés dans les cornes antérieures de la moelle épinière. Jusqu'à présent, l'imagerie de la moelle épinière était très compliquée, parce qu'il faut savoir que c'est une petite structure et que c'est une structure mobile, avec notamment les mouvements respiratoires, ce qui pose des problèmes d'artefacts et donc de difficultés pour avoir des images de qualité. Mais grâce aux progrès qui ont été réalisés, aux progrès technologiques en IRM, on est maintenant capable d'analyser cette structure beaucoup mieux. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on était même capable d'aller visualiser ces cornes antérieures de la moelle épinière. Donc ces cornes antérieures où sont situés les motoneurones qui dégénèrent dans la sclérose latérale amyotrophique. Alors c'est vraiment une thématique qui connaît beaucoup de progrès, où la France se positionne très bien, puisqu'il y avait également une présentation, un poster de l'équipe de Marseille, l'équipe de Virginie Callot qui travaille sur l'IRM et qui avait réalisé ce travail avec l'équipe clinique du centre SLA de Marseille. Eh ben, il se situe vraiment dans le prolongement des travaux, des thématiques dont j'ai parlé, et notamment sur les biomarqueurs. Pulse va permettre de disposer de prélèvements, aussi d'IRM dans une cohorte importante de patients, et on sait qu'on a besoin de cohortes importante de patients pour tester des biomarqueurs, parce que la maladie est très hétérogène et qu'il faut pouvoir rassembler ces différentes présentations. Alors, cette cohorte, elle va permettre de découvrir de nouveaux biomarqueurs, de permettre à des équipes de recherche d'accéder à des prélèvements et d'investiguer de nouvelles molécules qui pourraient être des signatures de la maladie. C'est également un outil indispensable pour valider des biomarqueurs qui ont déjà été identifiés, mais sur des petites séries. Alors, il faut pouvoir montrer que l'anomalie qu'on a trouvée chez une vingtaine de patients, eh ben, on la retrouve de façon statistique dans une cohorte importante de patients. Il faut montrer que c'est reproductible. L'intérêt de Pulse, c'est que il y a en plus une participation de plusieurs centres
enfin, je dirais même de nombreux centres français. Donc ça permet de tester si une technique, par exemple, est reproductible, s'il n'y a pas entre différents laboratoires. Donc c'est un outil de découverte et un outil de validation pour faire aller de la recherche en laboratoire à l'application chez les patients pour le diagnostic ou pour le suivi de traitement. Alors oui, là on est dans le domaine des biomarqueurs. C'est un domaine qui est extrêmement important dans la recherche sur les CELA parce que c'est des outils qui peuvent être appliqués pour le diagnostic de la maladie. Ça renseigne sur des pistes thérapeutiques et ça peut également être extrêmement important pour suivre l'effet d'un traitement. Alors pendant le congrès de Boston, il y a eu plusieurs présentations sur les neurofilaments qui peuvent être dosés dans le liquide céphalorachidien ou dans le sang. C'est peut-être le biomarqueur le plus avancé actuellement, sachant qu'il a des limites parce que ces neurofilaments sont présents dans tous les neurones et dès qu'un processus neurologique attaque les neurones, il est susceptible d'induire la libération de ces neurofilaments qui vont être détectés dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien, et c'est le cas par exemple dans la sclérose en plaques. D'où l'intérêt d'aller rechercher des marqueurs qui sont beaucoup plus spécifiques de la sclérose latérale amyotrophique, qui vraiment traduisent le processus physiopathologique en cause dans cette maladie. Et c'est justement l'approche qu'a utilisée Hélène Blasco, alors en utilisant un outil alors dont le nom est un peu barbare, ça s'appelle la lipidomique, mais ça fait partie de ces nouvelles méthodes de biologie qui permettent de faire des dosages à haut débit de grandes quantités de molécules, et là en l'occurrence des lipides. Et ce qu'a montré Hélène Blasco, c'est que chez les patients qui souffrent de SLA, le profil des lipides dans le LCR était tout à fait caractéristique, avait une signature particulière. Et c'est d'autant plus intéressant que cela concorde avec ce qu'on sait sur la physiopathologie de la maladie, sur le rôle des lipides, le rôle des anomalies du métabolisme, notamment dans les suites des travaux qui ont été réalisés par Luc Dupuis. Et tous ces travaux de recherche, c'est le cas pour Pulse, mais pour d'autres projets, sont possibles grâce à la générosité des donateurs, grâce à l'ARSLA et son soutien continu aux équipes de recherche, qui est absolument indispensable. Pour faire de la recherche, il faut des idées, mais il faut aussi de l'argent, on a besoin des deux. Et ce soutien, il est irremplaçable, et c'est grâce à vous que les choses peuvent avancer. Et c'est sur ces quelques mots de conclusion que je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.